MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au MIPIM édition 2023, le plus grand salon d'immobilier international. Radio Imo y est pour ces 4 jours. On va parler transformation urbaine, fabrique de la ville avec des spécialistes. C'est Linkcity. On est ravis d'accueillir le directeur général de Linkcity, Laurent Mouret. Bonjour Laurent. Bonjour. Et à vos côtés, Christine Grèze. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes directrice de la RSE et de l'innovation chez Linkcity. On va voir, il y a beaucoup d'innovation. Présentation rapide de Linkcity. C'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs tables rondes, mais pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, Laurent. Très bien, Linkcity, c'est la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. On représente environ 300 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, puisqu'on a environ une bonne vingtaine d'implantations sur le territoire. On intervient sur l'ensemble des classes d'actifs, Oui. Et puis on est très présent sur la chaîne de valeur de l'amont à l'aval. Et en 4 points, je dirais que notre stratégie, elle repose sur 4 piliers. Tout d'abord, dans la mesure où on fait beaucoup de multiproduits, puisqu'on fait toutes les classes d'actifs, on répond vraiment, ce qui nous guide, c'est le besoin des territoires et la réponse sur mesure aux enjeux des territoires. C'est une capacité de réponse qu'on considère être un petit peu à toute épreuve, puisque nous sommes intégrés à un groupe de construction qui est assez puissant, et notamment sur les thématiques actuelles du carbone, de la restructuration. Il y a une puissance de frappe qui est assez intéressante à nos côtés. Et puis bien sûr, c'est la réduction de notre empreinte carbone qui guide l'ensemble de notre démarche. D'ailleurs, on voit que le pas a été franchi, hein. Tout le monde s'y met désormais. Mais certains avec plus d'enthousiasme, on va dire, que d'autres. Oui, alors pour ça, nous, il n'y a absolument aucune question à se poser. L'enthousiasme, la détermination et l'engagement est là. Nous, on pense vraiment la ville comme un bien commun, et toute solution immobilière, elle doit être environnementale et elle doit être liée pour relever les défis des territoires. Petit mot sur 2022, qui a été une année assez importante pour nous parce qu'on s'est beaucoup transformé. On a eu cette nouvelle organisation France, c'est depuis 2022 qu'on a retrouvé un périmètre France. On a territorialisé notre organisation, y compris en Île-de-France, ce qui n'était pas le cas avant. On s'est structuré d'une direction compte clé pour encore mieux servir sur l'ensemble du territoire nos clients. Et puis on a fait un petit peu évoluer notre modèle sur la chaîne de valeur, puisqu'on s'est doté d'un fonds de portage de foncier destiné à la production de logements résidentiels, Oui. sur des fonciers exclusivement déjà artificialisés. Et puis on a lancé notre marque Neos, qui est un concept qui est du résidentiel familial, vraiment du logement familial, dans lequel on offre aussi aux résidents et aussi aux quartiers environnants des services et des aménités. Quand vous parlez des différentes classes d'actifs, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on entend parler bureaux, commerce, logement, résidence gérée, co-living. On a l'impression que voilà, ça n'en finit pas d'évoluer. Oui, alors effectivement, on est présent sur l'ensemble des secteurs que vous avez notés. C'est-à-dire que on n'est pas, nous, un promoteur qui a une spécialité. On a un promoteur que notre spécialité, justement, c'est le sur-mesure, et c'est la capacité à mixer l'ensemble de ces produits. C'est pour ça que je disais qu'on répond aux besoins, et si le besoin il passe par une opération multiproduit dans laquelle on va mixer du logement, du tertiaire et du commerce, ça ne pose absolument aucun problème. Ouais, c'est même souvent complémentaire, hein. Exactement. Ni les monoblocs, maintenant, on vit, on travaille, et puis on commerce, bien évidemment, dans la ville. Christine Grèze, vous qui êtes directrice RSE, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des objectifs, justement, en matière de RSE pour Linkcity? Alors pour Linkcity, il y a 2 grands piliers de notre feuille de route RSE. Le premier, c'est de participer à la transition écologique à travers les projets qu'on va mener. Et puis le deuxième, c'est de contribuer à l'attractivité et la qualité de vie dans les territoires. Donc on retrouve bien la dimension écologique et sociétale de la RSE qui s'applique à nos activités. Et si je fais un zoom sur la partie transition écologique, Laurent a commencé à évoquer, on a 3 grands objectifs. Le premier, c'est vraiment de réduire drastiquement l'empreinte carbone de nos projets.
Le deuxième, c'est de réduire la pression sur les ressources à travers l'économie circulaire. Et puis le troisième, c'est de favoriser la biodiversité dans nos projets pour un nouveau rapport en fait entre la ville et la nature qui répond à la fois à des besoins écologiques et aussi des besoins de bien-être pour les futurs habitants. Et pour mettre en place ces objectifs, on s'est fixé une trajectoire à 2030. Sur la partie carbone, on vise d'avoir sur la construction neuve 100% de nos projets à 2030 qui vont être très bas carbone. Et pour ça, dès aujourd'hui, on anticipe les seuils suivants de la RE 2020. Dès cette année, 2028, 2031. Alors 2025, 2028, 2031. On est aujourd'hui dans le seuil 2022. Et à partir de cette année, 2023, on vise de déposer 100% de nos permis de construire avec le seuil au seuil 2025. Donc au finalement, moins. D'avoir un temps, au moins, parce qu'on en a certains qui vont être 2028. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps d'avance en fait sur la réglementation environnementale. Alors tout le monde n'a pas évidemment les grandes étapes, mais comment on fait justement pour anticiper? On va aller plus loin que les seuils demandés, c'est ça tout de suite? On va travailler à la fois sur le poids des matériaux, le poids carbone des matériaux, donc en allant chercher des matériaux bois biosourcés, en travaillant sur du béton bas carbone, en mettant en place beaucoup plus de matériaux de réemploi qui comptent 0 en poids carbone, en allant chercher des matériaux auprès de fabricants qui ont vraiment travaillé sur la réduction carbone. Et puis l'autre dimension, et là c'est l'axe de la réhabilitation. On vise d'avoir 30% de nos opérations en réhabilitation, puisque dans une réhabilitation, on va garder l'essentiel des matériaux du gros œuvre qui pèsent en poids carbone. On a un poids carbone moins important. Donc ça, c'est aussi un axe très fort pour nous en termes d'objectifs à 2030. Est-ce que c'est compatible avec une équation économique? Parce qu'on parle des matériaux, on sait qu'il y a une flambée et des matières premières, des coûts de ces matériaux. Quand on va chercher en plus des matériaux innovants, l'équation économique, elle reste viable entre le prix que ça coûte et la sortie pour le consommateur final, le client final, dont on sait qu'il regarde aussi attentivement ce qu'il peut se permettre. Alors effectivement, on a la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on fait face à une inflation effectivement des coûts des matériaux, donc ça ne facilite pas cette transition, mais ça ne l'empêche pas pour autant, puisque ce qu'on va rechercher aussi, c'est à valoriser mieux quand on va vendre nos opérations, toute cette dimension environnementale. Et on voit bien aujourd'hui que les investisseurs mettent ça dans leurs critères d'investissement. La taxonomie européenne vient aussi nous y aider. Donc il y a des incontournables sur la performance énergétique, sur le carbone, sur bientôt la biodiversité. Et du coup, on a fait tout un travail d'ailleurs avec un partenaire, Verse Partner, pour voir comment on pouvait objectiver la création de valeur pour les investisseurs liés à l'ensemble de ces critères environnementaux et sociétaux. Et on l'a fait sur 3 de nos projets où on voit qu'on a une survaleur autour de 10%. Lié à la mise en place d'actions vraiment significatives sur la qualité environnementale et sociétale de nos actifs. Laurent Moret, ça veut dire que ce premium finalement environnemental est accepté finalement par les investisseurs? Disons qu'on n'a pas le choix de toute manière de se lancer dans cette démarche. La réglementation va nous y contraindre et puis aujourd'hui le dérèglement climatique, la conscience de l'environnement, je pense que c'est plus à démontrer, il faut qu'on y aille. Il ne faut pas raisonner en termes de coûts et je trouve que Christine l'a bien dit, il faut aussi raisonner en termes de création de valeur. Et je pense que si on arrive à tous se mettre ensemble au service de ce projet, de cette contrainte, mais de cette opportunité aussi de faire les choses un petit peu différemment avec comme driver le carbone, on trouvera les réglages qui vont bien pour y arriver parce que de toute manière, tout le monde est engagé dans cette démarche-là, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les investisseurs, que ce soit les promoteurs. On est dans une période un petit peu compliquée en ce moment, c'est certain. Il faut trouver les bons réglages. Mais je suis convaincu que très rapidement, on va trouver les équations qui vont nous permettre de sortir nos opérations. En tout cas, nous, on fait le pari qu'on y arrivera, puisque, comme l'a dit Christine, on anticipe la réglementation thermique pour que nos immeubles ils soient compatibles avec la réglementation telle qu'elle sera au moment de leur livraison
et non pas au moment où on les engage. Ouais, prenez un coup d'avance. Alors justement, pour illustrer nos propos, est-ce qu'il y a des projets phares sur lesquels vous travaillez? Est-ce que vous pouvez nous les décrire en ce moment, Christine? Alors, sur l'aspect justement transition écologique, on a des exemples de projets en construction bois. On a donné une grosse part aux matériaux bois dans l'opération. Donc, je pense notamment à l'opération Panorama sur le projet urbain Quai 22 à Saint-André-les-Lilles, sur lequel effectivement on a un projet en structure bois et sur lequel d'ailleurs on a réussi à mieux le valoriser que si on était resté sur un bâtiment tout béton. Donc ça, c'est un très beau projet qui a qui a obtenu le label BBCA excellent et qui a été d'ailleurs mis en lumière au CIPCA l'année dernière. On a aussi le projet de Zilo dans la presqu'île de Grenoble, tout en construction bois. Donc ça, c'est effectivement des beaux exemples. Et puis, un autre sujet dans les objectifs qu'on n'a pas cités, c'est effectivement renaturer, en fait, avec toute la dimension effectivement de biodiversité qu'on va intégrer dans nos projets. Et là, je pense au projet urbain de Thiers-Orly. Le projet s'appelle Parc en Seine, donc à Thiers-Orly, et sur lequel on est parti d'une friche qui était en fait d'anciens hangars, complètement imperméabilisés. Et là, on va renaturer à 70% les sols en réintégrant de la pleine terre, avec tout un accompagnement avec des écologues pour vraiment travailler pour que ces espaces extérieurs, ces espaces végétalisés, ils soient au maximum accueillants pour la biodiversité. Et ça, c'est un axe de travail très fort pour nous, puisqu'on vise qu'à 2030, on ait 60% de nos projets qui soient à biodiversité positive, donc sur lesquels on va avoir amélioré finalement la biodiversité par rapport à la situation existante. Et puis on a vraiment l'ambition de se positionner comme un acteur majeur de la restructuration, de la régénération urbaine. Et là-dessus, on a déjà quelques opérations qui sont assez intéressantes. Je prendrai l'exemple, par exemple, du collège Truffaut à Lyon, qui est un collège d'enseignement qu'on a totalement restructuré et repositionné dans son environnement, en y créant une auberge de jeunesse, en y créant un peu de bureaux, en créant des tiers-lieux, et puis en ouvrant, en fait, par des activités ouvertes sur le quartier. On peut noter aussi, on a signé en fin d'année dernière l'acquisition de la tour Engie à Cergy-Pontoise, qui est assez connue. D'ailleurs, c'est l'IGH du Val d'Oise. Et là, effectivement, cette tour de bureau, on va la reconditionner pour la remettre dans son environnement un peu étudiant, fortement marqué à Cergy, et de la repositionner à son endroit dans l'écosystème de Cergy. Donc, on est vraiment très, très investi dans cette notion de reconstruire la ville sur la ville et redonner une deuxième vie à des immeubles qui existent depuis longtemps. Et d'autant qu'on a ces réglementations, un ZAN en particulier, zéro artificialisation nette. Est-ce que demain, est-ce qu'il y a suffisamment de quoi faire pour les prochaines années, peut-être décennies, pour reconstruire la ville sur la ville sans artificialiser? Suffisamment, j'ai envie de dire certainement. En tout cas, quand on regarde le champ des possibles aujourd'hui, il est extrêmement important. Christine citait tout à l'heure l'opération de Parc en Seine à Thiers-Orly. C'est une opération sur laquelle on va construire plus de 2600 logements, on va construire des équipements du tertiaire avec une artificialisation égale à zéro, absolument égale à zéro. Donc on voit bien que même sur des aménagements de quartier, voilà, on a aujourd'hui une capacité d'intervenir sur ce qu'on appelle maintenant le déjà là, qui est extrêmement forte. Et je le redis, c'est une de nos ambitions d'être un acteur majeur du déjà là. On vous suivra en tout cas au cours de ces différents projets qui sont qui sont très passionnants et très innovants également. Merci Laurent Mouret, je rappelle que vous êtes directeur général de Link City France, président de Link City Île-de-France, et merci à Christine Grèze, directrice RSE et Innovation de Link City. Merci à vous. Bientôt sur Radio Imo. Merci. MIPIM 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.